Et à moi-même depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des interventions? Oui, Jean-Charles. Oui, monsieur le maire, juste sur l'adhésion de la ville aux organismes d'intérêt municipal, s'il était possible d'avoir la liste de ces organismes. Oui, bien sûr, je vous en prie, c'est tout à fait normal. Adhésion à l'AMF 29, Association des maires de France. Adhésion au comité syndical Vigipol. Adhésion à la Fondation du patrimoine. Adhésion à l'association Eaux Marins. Adhésion au Conseil national des villes et villages fleuris de France. Vous voulez les montants? J'ai les montants également. Hein. Pour un montant global, donc c'est réglementaire à chaque fois en fonction de la population INSEE pour un montant global de ces associations de 7 372,33 €. Les cotisations majeures étant la cotisation à l'AMF 29 pour 3 218,16 € et au comité syndical Vigipol pour 3 199,17 €. Merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est une prise d'acte. Et nous allons pouvoir commencer avec la première délibération. Ismaël Dupont, avec un avenant à la convention ART. Bonjour à tous. La ville de Morlaix bénéficie d'une convention avec l'association Recherche Travail depuis 2010, dans le cadre d'un chantier d'insertion sur la ville, comprenant un encadrant et en moyenne 8 salariés en CDD. Ce chantier donnant toute satisfaction en termes d'insertion et de prestations réalisées, la convention est renouvelée tous les ans. Jusqu'en 2017, le budget annuel maximum dédié à ce chantier était de 50 000 € en investissement et 13 000 € en fonctionnement, soit un total de 63 000 €. En 2018, le budget est passé à 51 000 € en fonctionnement, une convention spécifique ayant été passée entre Langolvas et l'ART pour que les prestations réalisées par l'ART sur le site de Langolvas soient bien imputées sur le budget annexe. Avec la pandémie mondiale, les prestations à réaliser pour les événements sur le site de Langolvas ont été quasi nulles et de ce fait, l'ART a réalisé plus de travaux pour la ville en 2020. Aussi, par l'avenant numéro 1 à la convention de 2020, le budget a été abondé à hauteur de 8 000 € supplémentaires. Ça a été validé préalablement en décision modificative. Et il est proposé aujourd'hui, afin de maintenir les salariés en activité sur la ville jusqu'à la fin de l'année et de ne pas perdre les bénéfices acquis en termes d'insertion, d'augmenter de manière exceptionnelle l'enveloppe globale pour la porter à 57 000 €, toutes taxes comprises, pour l'année 2021. Donc, au lieu de 51 000 € initialement prévus dans la convention. Et donc, si les termes de la délibération et de la convention s'y annexée leur agréent, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant à la convention 2021 avec l'ART, pour un montant total maximum de 57 000 €. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Nous avons accueilli Charlotte Julie. Bonsoir Charlotte. Êtes-vous porteuse d'un pouvoir? Très bien. Merci Charlotte. C'est pour l'enregistrement de la présence des uns et des autres. Y a-t-il sur cette délibération concernant l'ART des questions? S'il n'y en a pas, je vais la soumettre à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Nous continuons avec Nathalie Barnet et l'installation de la commission extra-municipale du temps long. Bonsoir à tous. Donc, conformément à l'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider de créer des commissions extra-municipales sur tout problème d'intérêt communal concernant toute ou une partie du territoire de la commune, composée d'élus et de personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, et ce, pour la durée du mandat. La mise en place des commissions extra-municipales s'inscrit dans la politique de la municipalité en matière de démocratie participative et de concertation avec les Morlaisiennes et les Morlaisiens.
La commission extra-municipale du temps long, climat, biodiversité, transition et justice sociale entend représenter les intérêts de la nature et des générations futures et de s'assurer de l'adéquation des grands projets de la commune et leur groupement avec les enjeux écologiques, sociaux et climatiques de moyen et long terme. Elle a un rôle consultatif et ses avis permettent d'éclairer les choix de la stratégie politique des élus municipaux. Les objectifs de cette commission extra-municipale du temps long, c'est le débat, le dialogue, l'information et concertation entre les habitants et les élus, la recherche de prospectives sur les effets à long terme des projets de la commune. Elle a pour objectif d'associer les citoyens à la vie de la commune en favorisant le dialogue avec les élus, d'enrichir et d'orienter l'action municipale, de permettre l'émergence d'initiatives citoyennes. Les missions. La commission extra-municipale a pour mission d'émettre des avis consultatifs, soumettre des pistes de réflexion, proposer des alternatives qui pourront être inscrites à l'ordre du jour des commissions municipales, puis du conseil municipal. De s'assurer de la prise en compte des enjeux écologiques, environnementaux et sociétaux dans les grands projets de la commune sur le long terme. De diffuser des connaissances scientifiques sur le changement climatique, la justice sociale et la biodiversité auprès des élus et des habitants. Si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante, article 1, de créer une commission extra-municipale du temps long, climat, biodiversité, transition et justice sociale, dont la durée ne peut excéder le mandat en cours. Article 2, de dire que cette commission est composée de 22 membres, présidés par le maire ou son suppléant, répartis comme suit. Pour les élus, 4 de la majorité et 4 suppléants, 2 élus de l'opposition et 2 suppléants. Pour les associations et socioprofessionnels, 10 représentants titulaires et 10 suppléants. Toute personne résidant à Morlaix âgée de plus de 15 ans, 6 morlaisiens ou morlaisiennes volontaires titulaires et 6 suppléants. Article 3, de dire que les membres élus seront désignés en conseil municipal. Article 4, de dire que les autres membres seront nommément désignés par un arrêté du maire. Article 5, de dire que la commission se réunira en moyenne une fois par semestre. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Lors de la campagne, nous étions les uns et les autres d'ailleurs engagés avec l'association des citoyens promouvant le pacte citoyen pour le climat. Cela correspond à la mesure 29 que nous avions pour notre part adoptée. Et elle en est la résultante. Et donc voici à la proposition de notre approbation ce soir, la proposition de cette commission extra-municipale. Y a-t-il des interventions ? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Et dans la suite logique, la désignation des membres du conseil municipal au sein de cette commission. Madame Barnet. Le conseil municipal, par délibération en date du 23 septembre 2021, a procédé à la création de la commission extra-municipale du temps long, climat, biodiversité, transition et justice sociale. La présente commission est composée de 22 membres, dont 4 élus de la majorité et 2 élus de l'opposition et leurs suppléants. Après consultation des élus de la majorité et de l'opposition, il est proposé de procéder à la désignation des membres des élus du conseil municipal. Pour la majorité, les titulaires, Nathalie Barnet, Jérôme Plouzen, Patricia Stéphan, Eugène Davillier-Caradec. En suppléant, Ismaël Dupont, Christelle Breton, Laetitia Tosser et Valérie Scattelin. Pour les membres de l'opposition, Annie Piriou, Christophe Stewart et en suppléant, Georges Oregan et Jean-Charles Pouliquin. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2143-2, vu la loi administration territoriale de la République du 6 février 1992, vu la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002,
Considérant que la présente commission extramunicipale du temps long, climat, biodiversité, transition et justice sociale est composée de 22 membres, dont 4 élus de la majorité et 2 élus de l'opposition et leurs suppléants. Considérant les candidatures du membre du conseil municipal, si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de désigner les élus que je viens de citer. Y a-t-il des questions sur ces désignations? Elles ont été convenues avec les différents groupes. S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et nous continuons sur une délibération que je rapporte moi-même, qui vise un protocole sur la mise en place de la procédure de rappel à l'ordre. L'article L2212-12-1 du Code général des collectivités territoriales, résultant de la loi de 2007-297 du 5 mars relative à la prévention de la délinquance, dispose que lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de son représentant, de ses représentants légaux, excusez la coquille, ou, à défaut, d'une personne éducative à l'égard d'un mineur. Le rappel à l'ordre s'applique aux faits portant atteinte au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique dans la commune. Il peut concerner principalement les conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire, la présence de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives, certaines atteintes légères à la propriété publique, les incivilités commises par les mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du maire portés à sa connaissance, certaines nuisances sonores, certains écarts de langage. Le rappel à l'ordre est en toute hypothèse s'agissant de faits susceptibles, est exclu s'agissant de faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits, lorsqu'une plainte a été déposée dans un commissariat de police ou une brigade territoriale de gendarmerie. Et, nécessairement, la mise en place du rappel à l'ordre est procédée d'une consultation du parquet, donc du procureur. Cette disposition nous avait été présentée par le procureur général, qui était venu de Rennes, accueillir avec les préfets les élus, promouvant cette disposition ouverte au conseil municipal pour avoir une première réponse en termes de prévention, de parcours, de délinquance, qui pourrait, avec un rappel formel à la loi, sous l'autorité du maire, avec l'appui du procureur, dans bien des cas, être un rappel qui permette de ne pas progresser ou réitérer dans des faits qui portent atteinte à l'ordre public. Dernièrement, quand le Conseil intercommunal de prévention de la délinquance et de sécurité s'est réuni, dans le cadre de son bilan annuel, j'ai pu échanger avec le procureur de Brest, qui voit d'un très bon œil cette mise en place en parfaite concertation avec ses services et les services de police, pour sa capacité à mettre en œuvre rapidement une première mesure de rappel qui puisse être véritablement une sorte d'alerte, en tout cas un véritable outil de prévention pour ne pas voir progresser, pour ne pas voir perdurer des faits qui puissent gêner notre bonne vie en commun. Vous avez page 22, page 2 de l'exemple de convention qui pourrait être signée avec le procureur de la République, des faits, on les répète, présence de mineurs non accompagnés, attroupement bruyant, stationnement gênant dans les lieux de passage, comportement agressif, injurieux, nuisance ou des divagations commises par des chiens, les infractions de police du maire, les problèmes d'assiduité scolaire et de sécurité routière de première classe ou de violence ou de dégradation légère. Nous avions, avec le conseiller délégué à la jeunesse, je crois, eu un échange informel avec le DEMOS sur le sujet, qui accompagne un certain nombre de jeunes mineurs sur le territoire, qui nous avait engagés également à signer ce protocole, et vraiment dans une optique très partenariale sur le territoire, pouvoir déclencher ce premier outil de prévention.
Alors des questions se posent sur le mode de convocation. Je pense qu'il doit être formel, si on le retient avec le procureur de la République, dans le cadre d'un courrier avec accusé-réception ou un portage à domicile par les services de la police municipale, puisqu'on le veut vraiment comme un outil de prévention qui puisse, dans certains cas, et ils ont été relevés dans les différentes réunions de quartier que l'on mène depuis le début du mois, des nuisances sonores, souvent pour la plupart, divagation de chiens. Ce sont effectivement des éléments qui nous ont pu être reportés par nos concitoyens. Et c'est là un premier niveau de réponse que nous désirons mettre en place. Donc, si cette délibération vous agrée, il est proposé de m'autoriser à la signer et de transmettre au contrôle de légalité cet acte. Y a-t-il des questions? Jean-Charles? Oui, monsieur le maire, donc cette délibération vise, comme vous l'avez présenté, vise à permettre aux élus de procéder à des mesures de rappel à l'ordre. Et ce dispositif, le présent bordereau le rappelle, est encadré par le Code général des collectivités territoriales, mais aussi par l'article L132.7 du Code de la sécurité intérieure. Donc la procédure est tout à fait bordée juridiquement. Pour autant, et comme je l'ai déjà exprimé lors de la commission finances, il me semble que son application est plus délicate. Elle implique en amont une formation précise des élus qui peuvent être amenés à procéder à ces rappels à l'ordre, une information précise également sur les faits reprochés, sur le contexte, enfin une capacité à assurer le suivi de la démarche pour mesurer et consolider les effets escomptés. L'application de la mesure est encore plus délicate, on le sait bien, lorsque les personnes concernées sont des mineurs. Alors plusieurs questions restent en suspens. Quels liens sont prévus avec les différents services municipaux, avec les services du conseil départemental pour les mineurs? Quelle articulation avec le commissariat? Quelle évaluation, enfin quel bilan sont prévus? Enfin, on peut voir là aussi une manière d'exposer davantage encore les élus qui le sont déjà beaucoup. Donc, pour notre part, nous faisons confiance à celles et ceux dont c'est le métier et qui en ont l'expertise, les travailleurs sociaux, les policiers, les représentants de la justice. Et pour ces différentes raisons, monsieur le maire, nous nous abstiendrons. Merci de vos questions. Ce rappel à l'ordre ne nous engage en rien à désinvestir le champ du travail social. Et évidemment, ce travail social, avec le CCAS, avec nos obligations d'alerte dans certaines situations, notamment celles concernant les mineurs, pour lesquelles le CDAS, Centre départemental d'action sociale, est compétent, ce travail perdurera. Mais force est de constater que nous devons, et en lien avec le procureur, vous le rappeliez, la procédure est extrêmement bien encadrée, pouvoir répondre dans une manière plus formelle, plus formalisée, en espérant que la convocation en mairie devant le maire ou son représentant, dans un certain nombre de cas, aura, l'aspect pédagogique de la dernière alerte. Sur le suivi, évidemment, ce rappel à l'ordre, qui n'est pas une procédure judiciaire, n'est pas inscrit sur le casier judiciaire, je cherchais le nom, mais les informations et les personnes convoquées sont portées à connaissance du procureur qui peut capitaliser un certain nombre d'informations. Où le dispositif nous a semblé extrêmement intéressant, c'est qu'il est parfaitement complémentaire de la justice dans une première étape de prévention, voire même quelquefois, pas dans une première étape, voire même peut-être dans une dernière étape de prévention, alors que la judiciarisation d'un certain nombre de faits pourrait avoir lieu. Elle se fait évidemment en pleine concertation avec les services de police locaux. Mais nous devons constater qu'au vu des moyens alloués à la justice, la réponse judiciaire, même sur des simples faits, les faits du quotidien, peut être extrêmement longue. Nous désirons pouvoir avoir cette étape préventive auprès de la population. On parle des jeunes, mais c'est également, il y a également la possibilité de la mettre en œuvre vis-à-vis des adultes pour tenter de pacifier le quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
j'entends sur le fait qu'effectivement, on pourrait le vivre comme une exposition des élus. Nous devons nécessairement nous exposer à ce qui gêne le quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous le faisons là dans un cadre formel, formalisé, mais je crois que ce champ de la prévention, ce champ de l'alerte vis-à-vis de nos concitoyens, quand on est les adjoints et moi-même délégataires d'un pouvoir d'officier de police judiciaire, nous avions eu cette information et ce rappel lors de nos nominations, ici même, puisque j'en avais fait lecture, il doit nous permettre de nous investir pleinement sur ce champ de la prévention. Cela, je crois, est important, et je crois qu'en plus, cela est attendu. Alors, nous ne ferons jamais le travail de la police et de la justice. Vous avez raison, il faut le repréciser, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre compétence, c'est la compétence des gens qui sont formés, qui sont accompagnés, qui sont agréés pour le faire. Il en va de même du débat entre les compétences de la police municipale et de la police nationale. Chacun dans son rôle, et les dispositifs seront lisibles pour tout le monde. En tout cas, je crois que, loin de nous désinvestir du champ de l'accompagnement social nécessaire dans certaines situations, nous voulons un outil complémentaire pour pacifier le quotidien de nos concitoyens. Oui, Marie. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne procédure parce que, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas de se substituer, c'est à la fois officiel, solennel, c'est de la prévention, et puis ça inscrit le jeune dans une éducation de citoyen aussi. Dans le cadre de la cohésion sociale, quand j'y étais, il nous est arrivé avec Madame Tocard de recevoir des personnes dans le cadre de TIGE, travaux d'intérêt, qui venaient, qui étaient obligés de venir nous rencontrer, mais avec qui on discutait aussi du rôle d'élu. Et enfin, je trouve que les élus sont aussi des citoyens. C'est une façon de montrer aux jeunes que les élus sont sur le terrain et connaissent les difficultés. Et je pense que c'est le rôle aussi des élus. Et on a toujours travaillé en concertation avec les services de police, le conseil départemental. Il m'est arrivé plein de fois de travailler avec eux. Évidemment, il ne s'agit pas de se substituer, mais de travailler avec. Et je pense que ça porte vraiment ses fruits. Merci. Jean-Charles, j'avais oublié de répondre à 2 points de la question. Effectivement, quand nous aurons désigné les personnes connues pour pouvoir mettre en œuvre le rappel à l'ordre républicain, évidemment, nous demanderons au procureur d'avoir toutes les formations adéquates nécessaires pour être sûr d'une bonne mise en œuvre de ce rappel à l'ordre. Et en termes de bilan, il est convenu un bilan annuel avec le procureur pour voir que si ce protocole correspond bien à un appui, à un outil de prévention sur le local. Y a-t-il d'autres interventions ? Non, c'est bon. Alors, y a-t-il des abstentions sur ce protocole ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Y a-t-il des oppositions ? Il n'y en a pas. Nous adoptons donc ce protocole et nous vous tiendrons au courant de sa future signature et des élus désignés pour la mise en œuvre du rappel à l'ordre. Nous continuons. Alors, ce n'est pas Ismaël qui va rapporter cette délibération des 29 cantines saines et durables, mais Nathalie Barnet, si nécessaire. Ismaël, qui est l'élu référent de la cuisine centrale, apportera toutes les précisions nécessaires. Nathalie. Oui, bonsoir. Donc, la restauration collective doit aujourd'hui faire face à des enjeux réglementaires et sociétaux qui sont forts, visant à élever de manière significative le niveau de qualité de la prestation des repas proposés à ses convives. Donc, cela se traduit par la mise en œuvre de la loi dite Egalim, qui impose aux collectivités, à partir du 1er janvier 2022, normalement 50% d'approvisionnement en produits issus de la filière qualité, dont 20% de bio. Afin de limiter l'impact financier de ces mesures, plusieurs axes de travail ont été identifiés. Les principaux concernent la réduction du gaspillage alimentaire qui peut permettre
de mieux utiliser les crédits alloués et orienter les marges dégagées vers l'achat de produits plus qualitatifs, et l'évolution des pratiques de nettoyage visant à limiter l'utilisation de produits d'entretien chimique représentant un coût financier et environnemental important. Morlaix Communauté est lauréate d'un appel à projet régional porté par la DRAF, l'ARS et l'ADEME, intitulé « 29 cantines saines et durables dans le 29 ». Ce projet a pour objectif d'accompagner les communes volontaires dans la mise en place d'un plan d'action complet sur ces deux thématiques, mais également d'impliquer la communauté éducative et les enfants scolarisés dans une démarche pédagogique sur l'importance du bien manger pour la santé. La cuisine centrale municipale, déjà fortement impliquée dans ces démarches, a souhaité pouvoir bénéficier de cet accompagnement pour accélérer la mise en œuvre des objectifs EGalim, mais également impliquer l'ensemble des acteurs de la restauration scolaire sur ces enjeux. Cette opération commencera au début de l'année scolaire 2021-2022. Elle a déjà commencé le 15 septembre avec la formation des agents qui vont travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire pour s'achever fin 2022. Considérant que les objectifs de cette action sont les suivants: réduire le gaspillage alimentaire et les surcoûts engendrés, réduire les dépenses de produits d'entretien coûteux et nocifs pour l'environnement et la santé grâce au nettoyage écologique, améliorer la qualité et la proximité des produits alimentaires grâce aux économies réalisées sur les deux premiers axes, sensibiliser la communauté scolaire sur l'ensemble de ces actions. Considérant que Morlaix Communauté est chargée d'accompagner les communes dans la mise en place du diagnostic, de co-construire un plan d'action avec l'équipe du projet de la commune, de faire le lien avec les différents prestataires, d'assurer la logistique des formations, de favoriser les échanges et retours d'expérience et d'assurer la reproductibilité du projet avec l'édition d'un guide de recueil d'expériences. Considérant que Morlaix Communauté demande une participation commune d'un montant de 1 000 € pour le premier établissement scolaire engagé, puis de 500 par établissement complémentaire, considérant que la participation financière pour les 7 établissements scolaires de la ville de Morlaix est de 4 000 €, si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Des questions ? Oui, Jean-Charles, bien sûr. Une intervention qui se terminera par une question. Je crois que évidemment, on va voter pour cette proposition d'adhérer au projet 29 cantines saines et durables. Tout ce qui permet d'améliorer la qualité en restauration scolaire est bon à prendre, bien évidemment. D'autant que ce projet prend la suite d'une démarche déjà largement engagée. Un diagnostic du gaspillage alimentaire avait été... Oui, donc un diagnostic avait déjà été engagé qui avait permis de réduire de 46% de mémoire le gaspillage alimentaire. Et puis la démarche se poursuivait. Sur les produits d'entretien également, les agents de la cuisine centrale ont déjà suivi quelques formations là-dessus. Donc si on va plus loin, c'est tout à fait positif. Ma question... c'est à propos d'un autre projet qui était déjà engagé depuis 2 ans à peu près, qui s'appelle Mon Resto Responsable. La ville de Morlaix s'était engagée dans cette démarche. Alors, en fait, en quoi ça consiste? C'est à peu près sur une année scolaire, mais évidemment, c'est prolongé d'année en année. Sur une année scolaire, on entame un diagnostic de ce qui va bien, de ce qui pourrait être amélioré. Des engagements sont pris, on met en œuvre une démarche donc d'amélioration pendant l'année scolaire. Et en fin d'année, il y a une instance participative qui se réunit pour faire un bilan de ce qui a été réalisé pendant l'année. Donc instance à laquelle peuvent participer les élus, les responsables de la cuisine centrale, des différents restaurants scolaires, les fournisseurs, les élèves, les parents également.
Donc la cuisine centrale s'est engagée dans cette démarche. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que ce comité a pu se réunir ces derniers mois? Ismaël Dupont. Donc, on a eu une réunion pour la mise en place sur Morlaix des 29 cantines saines et durables, donc avec la cuisine centrale. Nathalie Barnet était présente, Frédéric Laminotte aussi. Et en fait, donc, le nouveau directeur de la cuisine centrale avait évidemment ce projet Mon Resto Responsable dans les archives de la cuisine centrale. Mais semble-t-il, c'était un projet qui était terminé, qui avait une durée limitée. C'est pas du tout contradictoire. On pourrait même considérer que c'est, comme tu l'as dit, Jean-Charles, une prolongation en fait de cette démarche de diagnostic, de sensibilisation partagée des professionnels, c'est-à-dire des agents des cantines. Des professionnels de la cuisine centrale, mais aussi de toute la communauté éducative et des enfants évidemment et des familles aussi à travers les enfants. Et d'ailleurs la démarche, quand on lit la convention de partenariat cantine saine et durable, on voit qu'il y a vraiment des analogies, des similitudes entre les deux démarches. C'est-à-dire, il y a une première démarche de diagnostic qui passe aussi par une dimension participative, d'échange, la pesée, comme dans le dispositif précédent. Donc, on pourrait considérer que c'est une forme de pérennisation, en fait, des opérations qui ont déjà été conduites, avec un effet de territoire, parce que là, ça concerne une grande partie des cantines des écoles de Morlaix Communauté et qui vise aussi ensuite à produire des effets durables. Il y a déjà eu des effets aux expérimentations précédentes parce que on a par exemple expérimenté une laveuse nettoyeuse des sols écologiques sur l'école Émile Clorec de Ploujean, et c'est vraiment vers ça qu'on veut s'orienter. Et tout à l'heure, Nathalie Barnet aura l'occasion d'en parler, mais ça va de pair avec le projet de légumerie, pour pouvoir éplucher des légumes frais et pour pouvoir s'alimenter davantage avec des produits locaux et des produits bio et non pas des produits transformés, déjà épluchés, déjà découpés et qui souvent ne sont pas frais. Et ça va aussi avec le projet de zones maraîchères pour alimenter nos cantines, qui est également sur le métier et sur lequel on travaille. On y reviendra dans une des questions orales. Oui, Georges ? Oui, une petite précision. Il est question de 7 établissements scolaires concernés par ce dispositif, sachant qu'il y a 6 écoles publiques à Morlaix. Le 7e, donc dans ce cas-là, ce serait l'école Notre-Dame de Ploujean qui déjeune dans la même salle que Émile Clorec ou pas? En fait, il s'agit des 7 cantines, puisque le Point de Ben a 2 cantines. Des cantines, mais donc ça inclut également les Notre-Dame de Ploujean, le dispositif? Non. Non, c'est pas que comme il y a une unité de lieu pour oui. le déjeuner, c'était ma question. C'est mieux pour la précision. D'autres questions peut-être? S'il n'y en a pas, je vais soumettre cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Et l'on va pouvoir continuer avec une décision modificative du budget annexe du PPE, du pôle petite enfance. Ismaël. Donc, il s'agit
régulariser un remboursement d'une famille suite à une erreur de facturation sur le tarif journée avec repas à l'accueil de loisirs La Ferme des Enfants entre septembre 2020 et juin 2021. L'enfant avait été enregistré comme enfant d'une commune extérieure à Morlaix, à tort, et donc on propose d'ajouter la somme de 400 € sur la nature 673, et donc pour régulariser le remboursement à cette famille. Donc c'est une décision modificative. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec un abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure. Toujours Ismaël Dupont. Donc, dans le cadre des mesures de soutien au monde économique local, dans le contexte de crise sanitaire, et sachant qu'en 2020, il y avait eu semblablement des abattements sur la taxe locale sur la publicité extérieure, nous avons décidé d'un abattement de 20% au montant de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2021. Voilà, donc c'est une mesure qui est menée en concertation avec la commune voisine de Saint-Martin-des-Champs pour avoir aussi une cohérence dans nos décisions. Et notamment parce que les membres d'un même EPCI doivent avoir le même montant d'abattement sur le territoire intercommunal. Y a-t-il des questions sur cet abattement? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, on continue toujours avec Ismaël sur des fixations de tarifs d'occupation de Langolvas par la société Eurofins. Donc, la société Eurofins occupe depuis le mois de novembre 2020 une salle au sein du site de Langolvas pour effectuer des tests PCR. Cet espace permet d'accueillir sans rendez-vous les Morlaisiennes et Morlaisiens, mais également les habitants des communes limitrophes souhaitant ou ayant besoin de se faire dépister. Cette mise à disposition a été effectuée à titre gratuit auprès de la société Eurofins. Afin de prendre en compte le coût de fonctionnement de l'équipement public, une tarification personnalisée de l'espace est proposée à la société Eurofins désormais, tenant compte du service apporté par le laboratoire à la population et sa dimension sanitaire. Aussi, le conseil municipal est invité à délibérer sur la proposition d'un loyer de 1 500 €, toutes taxes comprises, du 1er septembre au 15 octobre 2021. La commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Alors nous savons depuis aujourd'hui, la société Eurofins nous a prévenu par mail, elle s'en est fait aussi, elle en a fait communication dans la presse, qu'elle quittera les lieux en fait mardi prochain, expliquant que le flux de tests s'est énormément réduit. Et donc, nous n'allons pas modifier la délibération qui vous est soumise, mais elle sera proratisée au temps de présence effective de la société Eurofins dans nos locaux. Y a-t-il des questions sur ce tarif? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous pouvons continuer, Ismaël, avec la fixation du droit de place des terrasses et consorts. Donc, dans le même esprit de soutien au monde économique, des mesures en faveur de l'économie locale ont été prises par délibération au conseil municipal en date du 23 avril 2020 pour accompagner les professionnels qui participent à l'activité économique sur le territoire de Morlaix pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, notamment pendant la période de confinement et de reprise de l'activité normale. À ce titre, les droits de place concernant les terrasses, tourniquets, porte-cartes, congélateurs, chevalets, étalages fixes ou mobiles ont fait l'objet d'une exonération totale. De nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place dès le 9 août 2021 pour freiner une reprise forte de l'épidémie de Covid-19. Le dispositif du pass sanitaire a été étendu aux bars et restaurants, conditionnant l'accès des clients à ces commerces. Et afin de soutenir les opérateurs économiques et de participer à la relance de l'activité à l'issue de la crise sanitaire, d'amortir l'impact de l'obligation du pass sanitaire,
Il est proposé de fixer la tarification des terrasses, tourniquets, porte-cartes, congélateurs, chevalets et étalages fixes ou mobiles, suivant les modalités suivantes. Exonération du droit de place concernant l'agrandissement temporaire des terrasses, qu'on a facilité pendant l'été. Tarification sur la base du tarif 2021, qu'on a voté au moment du vote du budget, pour les terrasses, tourniquets, porte-cartes, congélateurs, chevalets et étalages fixes ou mobiles pour la période du 1er juillet au 8 août 2021. Et exonération de 50% du tarif 2021 pour les terrasses, tourniquets, porte-cartes, congélateurs, chevalets et étalages fixes ou mobiles à partir du 9 août 2021. L'impact financier serait à peu près les 2/3 en fait, de la recette qui était prévue et inscrite au budget primitif. Mais il s'agit donc d'un soutien pour accompagner la reprise des commerces et notamment des restaurants et des cafés, des bars. Donc au global, comme le disait Ismaël, une exonération des 2/3 de la taxe. Alors ça sera affiné en fonction des situations des différentes terrasses. Mais tant que les cafés et restaurants n'ont pas pu fonctionner en intérieur, exonération totale. Exonération également des agrandissements qui ont pu cet été, pour certains, permettre un véritable regain de l'activité, et on a pris en compte la mise en place du pass sanitaire qui, même si désormais les effets s'estompent ou se sont grandement estompés, la mise en place du pass sanitaire a eu un véritable impact au début de sa mise en œuvre sur l'activité de nos restaurateurs et de nos cafetiers. Y a-t-il des questions sur la délibération ? S'il n'y en a pas, je vais la soumettre à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Monsieur Gambache, pour une demande d'octroi de protection fonctionnelle à mon égard. Bonsoir à tous. Oui, comme vous êtes tous sans doute, vous en avez tous connaissance, une plainte a été déposée le 19 juin 2021 par Jean-Paul Vermeau suite aux insultes, outrages et menaces prononcées par un individu lors de son intervention dans le parc de la Madeleine afin de faire cesser un rodéo sauvage. À ce titre, M. Vermeau donc demande à bénéficier de la protection fonctionnelle. Je vous rappelle qu'il faut demander la protection fonctionnelle pour qu'on vous l'accorde, donc il n'y a pas d'automaticité à ça, et que le conseil municipal est l'organe compétent pour se prononcer sur cette demande. Donc, considérant que la collectivité est tenue de protéger le maire et les élus contre les violences, menaces ou outrages dont il peut être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer le cas échéant le préjudice qui en résulte, si les termes de cette délibération vous agréent, je vous propose l'article 1, accorder la protection fonctionnelle de la commune à M. Jean-Paul Vermeau, maire, pour les faits d'insultes, outrages, menaces survenus en date du 19 juin 2021, pendant l'exercice de ses fonctions. Article 2, de prendre en charge les frais honoraires inhérents à la défense des intérêts de M. Jean-Paul Vermeau, maire de Morlaix. Article 3, cet acte sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de légalité. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois auprès du tribunal administratif de Rennes ou sur le site télérecours citoyen, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité adaptée ou de notification. Je vous rappelle que la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Et dans ces cas-là, où les menaces, je ne répéterai pas les mots qui ont été proférés, et les menaces qui ont été proférées à mon encontre sont graves, nous ne sommes plus dans le cadre, nous en discutions, d'un rappel à l'ordre. Là, nous assumons, et je vous invite, chers collègues, nous invitons l'ensemble des agents de la collectivité à ne pas tolérer des menaces, des outrages, dans le cadre de nos fonctions, comme dans le cadre de l'accomplissement de leur mission des agents de la collectivité. Il leur sera fait d'ailleurs un rappel sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de l'alerte immédiate de tout fait qui pourrait mettre leur intégrité psychique ou physique en jeu. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue toujours avec M. Gambache sur la mise à jour du tableau des effectifs
Oui, petit rappel, le conseil municipal est seul compétent pour fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. J'ai oublié une précision, il y a une modification de cette délibération qui vous a été remise sur table et que vous avez trouvé à votre endroit. Alors, et je redonne la parole à Patrick Gambach. Oui. Donc, avant ce petit rappel, pourquoi une délibération sur table? Donc, vous savez, comme je l'avais expliqué dans un précédent conseil municipal, à chaque fois que l'on crée des postes, en fait, on est obligé d'en détruire. Enfin, normalement, on est censé le faire. En fait, les destructions de postes doivent passer par le CT. Et le CT ne s'étant pas encore réuni, on a enlevé la partie destruction de postes. Pourquoi? On a gardé la première partie de la délibération afin de permettre aux agents de pouvoir bénéficier des augmentations prévues avec ces avancements de grade. Donc pour ne pas les pénaliser. Donc on a coupé la deuxième partie en fait de la délibération. La première partie ne change pas. La deuxième partie qui fixait donc la destruction des grades correspondants vous sera proposée dans un prochain conseil municipal. Ça sera exactement la même, sauf qu'on aura entre les deux avoir émis l'avis du CT. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc je reviens au premier point, le rappel, donc le conseil municipal est le seul compétent pour fixer les effectifs des emplois, du temps, et complet ou incomplet d'ailleurs. Donc comme je l'expliquais, on a eu un certain nombre de réunions pour la première fois en mairie, donc pour l'ensemble des avancements de grade. Et donc il nous faut maintenant créer les emplois afférents à ces avancements de grade et, dans un deuxième temps, comme je viens de vous l'expliquer, supprimer les grades qui n'ont plus besoin d'être. Voilà. Donc, il est proposé, 3 articles à votre délibération. La création des grades suivants. Donc, on a créé donc 3 rédacteurs principaux de première classe, un rédacteur principal de deuxième classe, donc il en a fallu en créer 3, un technicien principal de première classe 1, un éducateur des APS principal de deuxième classe 1, un opérateur des APS principal 1, un adjoint administratif principal première classe 2, un adjoint technique principal première classe 2, un adjoint du patrimoine principal de première classe 1, un adjoint d'animation principale de première classe 2, un auxiliaire de périculture principale de première classe 1 et un agent social principal de première classe 1. De l'article, la notification du tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2021. 3. D'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les nouveaux grades seront inscrits au budget. Et 4. Cet acte sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de légalité. Il peut faire l'objet d'un recours dans les délais de 2 mois après le tribunal administratif de Rennes et sur le site Télérecours citoyen. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité sur l'ensemble de la proposition qui vous était faite. Et nous reviendrons dans un prochain conseil municipal sur la suppression des grades que les agents auront quittés. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Et on continue avec Frédéric Laminotte sur la convention de participation aux frais de fonctionnement et de restauration scolaire entre la commune de Morlaix et la commune de Plourin-les-Morlaix. Cette convention existait déjà, en fait, mais il a fallu la revoir à cause de... C'est pas à cause, c'est parce qu'il y a eu une création de classes bilingues à Plourin-les-Morlaix. Donc, cette convention a pour but de fixer les règles de participation des villes de Morlaix et de Plourin-les-Morlaix en matière scolaire sur les enfants habitants sur une commune et scolarisés sur l'autre commune. Donc les modalités de dérogation restent toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est la commune qui décide en fait compte, et si la personne ne fait pas partie des critères fixés par sa commune, eh ben, elle sera refusée. Mais donc pour les frais de fonctionnement, les enfants morlaisiens domiciliés dans le secteur de l'ancienne école de Carnegas. Donc ça, vous avez tout dans le projet de délibération, vous avez toutes les rues qui sont concernées. Les enfants plurinois fréquentant les ULIS. Donc là, comme c'est pas la commune qui décide, en fait, compte, c'est l'Éducation nationale. Donc les ULIS qui viennent, il y a une convention pour les ULIS
entre Morlaix et Plourane et Morlaix. Et ce qui change, en fait, compte, les enfants plurianois fréquentant la filière bilingue de l'école du Point de Benne et domiciliés dans l'une des rues urbaines des quartiers nord de la commune. Donc, c'est-à-dire que dans le projet de convention, vous avez toutes les rues. Donc, c'est surtout les rues qui sont à côté du lycée Tristan-Corbière. Donc, en bas, à l'entrée, en fait, compte de Morlaix en bas. Donc, c'est ça qui change. Le montant de la participation basé sur la moyenne départementale est de 498,36 pour les enfants élémentaires, 1603,34 pour les enfants de maternelle. Le projet de délibération. Non, j'ai oublié de dire que la convention pourra être renouvelée tous les ans, par an. Projet de délibération. En fait, c'est une convention qui est normale, il n'y a pas de souci. Plourane et Morlaix est d'accord, et c'est même eux qui ont proposé les rues. Si les termes de cette délibération leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver le projet de convention relative au financement des frais de fonctionnement de la restauration scolaire, d'autoriser M. le maire à signer la convention précédée de tout avenant y attachant ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Cet acte sera transmis au préfet du Finistère à titre de contrôle de légalité. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Monsieur Laminotte. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, pas d'abstention, pas d'opposition. Nous continuons avec la mise en place d'un dispositif d'aide exceptionnelle à destination des associations locales. Le dispositif Passasso. Madame Tosser. Retour en arrière, j'étais allé trop vite. Dispositif d'initiation au breton dans les écoles. C'est toujours Monsieur Laminotte qui nous présente cette délibération. C'est toujours une convention qui se fait tous les ans, en fait compte. Depuis 2007, la ville de Morlaix conventionne avec le département du Finistère afin de financer des heures d'initiation au breton dans les écoles publiques morlaisiennes. La ville de Morlaix, le conseil départemental, le conseil régional ainsi que l'éducation nationale œuvrent ensemble afin de proposer aux élèves une animation culturelle qui permet de valoriser et de faire perdurer la culture et le patrimoine breton. Il est proposé chaque année, par le biais de l'éducation nationale, à chaque enseignant du territoire de bénéficier de l'intervention de l'association KLT à raison d'1 heure par semaine. Chaque année, les 6 écoles publiques morlaisiennes souhaitent bénéficier de cette intervention. Pour certaines, toutes les classes intègrent le dispositif, pour d'autres seulement une classe. Pour cette rentrée scolaire, 25 classes sont inscrites dans le dispositif. L'école Gambetta intègre le projet avec sa classe de CM1, CM2. Le montant global de ces interventions pour l'année scolaire 2021-2022 s'élève à 45 000 €. Le financement est pris en charge à 50% par le département et à 50% par la commune, de laquelle il faut soustraire la participation de la région Bretagne qui finance pour cette année à la hauteur de 7 208,60. Le conseil départemental coordonne la gestion financière du dispositif, attribue la subvention globale à l'association et émet les titres des recettes aux autres contributeurs. Le reste à charge pour la ville est de 15 211,40 €. Considérant que pour l'année scolaire 2021-2022, 25 classes souhaitent s'inscrire dans le dispositif, École Corentin-Caire, 5 classes, École Émile Clorec, 1 classe, École Gambetta, 1 classe, École Jean Jaurès, 4 classes, École Jean Piaget, 8 classes, et École du Plan-Ven, 6 classes. Donc les sommes pour le département, c'est 22 500 €, pour la commune, 15 211,40 €, pour la région Bretagne, 7 288,60 €, soit un total de 45 000 €. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité.
Merci Frédéric. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Jean-Charles? Oui, je crois que dans des temps où les emplois en breton, où les emplois pour le breton sont régulièrement malmenés, je pense que l'on ne peut que se féliciter collectivement que la ville de Morlaix continue à mener une politique ambitieuse de soutien à la langue bretonne et à son rayonnement. Nous pensons même que nous devons progresser nous-mêmes sur le bilinguisme. Nous avons pris des engagements, il reste à accomplir sur ce champ. Pour qu'une langue perdure, il faut qu'elle ait des locuteurs, il faut qu'elle ait une utilisation. Et nous espérons même que prochainement, la culture et la langue bretonne est une maison. Un Tiarvro, ici à Morlaix, mandat a été donné par le bureau de l'intercommunalité au vice-président à la culture et à la langue bretonne, Julien Kerguillec, d'engager les discussions sur la création de la maison de la culture bretonne et de la langue bretonne. Des locaux sont repérés et nous allons avancer dans le cadre de ce projet-là pour mobiliser les différents cofinanceurs, conseil départemental, office de la langue bretonne, conseil régional, pour, en lien avec l'association KLT, je l'espère prochainement allier la reconquête urbaine de la rue de Paris et cette nécessité de porter la culture et la langue bretonne au cœur de notre ville, mais tout simplement au cœur de notre vie. Merci pour votre intervention, Jean-Charles. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. J'avais pris un peu d'avance, mais je passe la parole à Madame Tosser pour le dispositif Passasso. Donc la région propose ce dispositif de soutien aux associations locales fragilisées, tout domaine confondu. Chaque communauté de communes en fait, détermine ses propres critères pour une gestion au plus près des besoins. Les communautés proposent que ce fonds de soutien s'adresse à toutes les associations œuvrant pour l'intérêt général, dont la survie est en jeu. Au vu du volume restreint d'aides disponibles, les services ont hiérarchisé et sélectionné des associations dont ils avaient requis les situations difficiles. Les dossiers seront étudiés par un comité local composé d'élus de Morlaix Communauté et de l'élu régional référent. Les demandes seront ensuite soumises à la validation du bureau communautaire. D'un point de vue budgétaire, la région prévoit d'injecter 1 euro pour 1 euro apporté à l'échelon local, avec un maximum de 1 euro par habitant, soit 65 000 euros pour le territoire communautaire. Une convention entre Morlaix Communauté et les communes souhaitant participer à ce dispositif sera mise en place pour le paiement de la quote-part communale. Si les termes de la délibération leur agréent, les membres de l'Assemblée délibérante sont invités à approuver la mise en place de ce dispositif d'aide exceptionnelle. Alors ce dispositif avait déjà fait l'objet d'une délibération de la communauté et une diffusion par voie de presse. Force est de constater que la crise que l'on attendait dévastatrice a eu des effets vraiment fort différenciés selon les associations. Le fait qu'un certain nombre d'activités ne se mettent pas en place a fait en sorte que les charges des associations ont baissé. L'ensemble des collectivités et de toutes les collectivités ont maintenu leur soutien aux associations. Et pour l'instant, on croise les doigts, mais nous ne sortons pas dans une situation trop catastrophique, hormis pour certaines. Et là, ce dispositif peut être fort judicieux pour reconstituer une trésorerie qui leur permette de poursuivre leurs activités. Au dernier recensement, Madame Tosser, je parle sous votre contrôle, nous avions 2 demandes remontées. Le comité de jumelage Morlaix-Truro, qui notamment avec les cours avait un gros volume d'activités et de ressources, et la deuxième, La Barge, qui s'est installée, qui était une jeune association installée rue de Paris. Y a-t-il des questions sur ce dispositif? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous continuons, André Laurent, avec une subvention à l'association Ouka Magique et son plasticien Thierry Geffroy. Voilà. Alors,
Comme demandé en commission générale et financière, je vous ai joint quelques photos du projet Naiad en vous demandant de respecter le secret partagé. Thierry Geffroy y tient beaucoup tant que les œuvres ne seront pas réalisées. Voilà. Vous connaissez tous Thierry Geffroy, qui est de Morlaix depuis longtemps, même s'il est parti et maintenant revenu. Et donc, il a consacré cet été à un travail sur les naïades. Il s'est inspiré de la culture celtique, de son univers féerique, fantastique, où les nymphes, les elfes et naïades protègent, gardent secrètement les secrets de la nature. Il a conçu, fabriqué des têtes féminines en plâtre qu'il a ensuite lestées, recouvertes de feuilles d'or et de vernis. Son intention est de les installer et de les faire dans un second temps pour les autres têtes, de les faire réaliser par plusieurs femmes morlaisiennes. Durant l'hiver prochain, il y voit aussi une ode au féminin en cette période où les violences faites aux femmes se multiplient. Donc la ville de Morlaix a décidé de soutenir ce projet à la jonction de l'artistique, de l'environnement et du social par l'attribution d'une subvention d'un montant de 600 €. Donc, si les termes de cette délibération leur est gré, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'attribuer une subvention d'un montant de 600 € à l'association et de dire que la somme correspondante est disponible à l'article 6574, antenne 33 du service 15. La commission en affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci André de cette présentation. L'artiste Thierry Geffroy, effectivement, nous a proposé cette thématique dans un contexte particulier sur la ville de Morlaix, puisque, encore une fois, nous avons cet été été frappés par un féminicide qui nous a tous extrêmement marqués. Et qu'au-delà de la symbolique de l'artiste, qui est important, puisque l'on se nourrit aussi de ses œuvres et de ses symboles, il faut continuer le travail d'accompagnement des victimes, de mise en protection des victimes. Et dans ce cadre-là, à ma droite, notre adjointe aux affaires sociales, Catherine Tréanton, est en contact avec le CCAS, avec le directeur de la cohésion sociale au niveau de la préfecture, pour travailler à la mise en place de dispositifs qui assurent la sécurité des victimes, mais également le traitement des auteurs de faits, pour accompagner dans cette double dimension l'immédiate protection que l'on doit à toute personne et à toute femme qui pourrait être l'objet de violences, mais également l'accompagnement suffisant et nécessaire qui permette de ne pas voir les faits se renouveler. Puisque souvent, dans ces situations qu'on appelle les violences intrafamiliales, elles s'installent dans la durée, elles sont répétées, et notre volonté, accompagnée par l'État, par le conseil départemental, c'est bien d'avoir une double approche, sécurité, protection, des vies à reconstruire, mais également une réitération des faits à empêcher dans toute la mesure du possible. Et au-delà de cette subvention à Ouka-Magique, nous voulions saisir l'occasion pour vous informer de ce travail en cours qui, je l'espère, reviendra rapidement au sein de notre conseil pour des propositions concrètes. Y a-t-il des interventions sur le sujet? S'il n'y en a pas, je soumets cette subvention à votre délibération. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. La parole est à Jérôme Plouzen pour le fonds d'intervention pour l'habitat. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, à titre de rappel, dans le cadre de sa politique patrimoniale et de la mise en œuvre du plan de sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine, le PSMV, la ville de Morlaix accompagne financièrement les propriétaires réalisant des travaux d'entretien ou de mise en valeur portant sur les façades des immeubles et des commerces, ainsi que sur les murs de soutènement traditionnels. Le FIH, donc le fonds d'intervention pour l'habitat, le FMC pour les enseignes et façades commerciales, ainsi que le fonds d'aide pour les murs de soutènement. Ici, nous avons deux exemples de FIH qui vous sont
donnés sur le tableau qui vous est joint. Donc un premier pour le Neuf-Venelle aux Archers, pour une somme de 2482 euros et 14 centimes, pour un total de 12 410,71 euros de travaux, et 13 rue Basse, pour un montant de 1897,87 euros, pour un total de 9 489,37 euros. Voilà, considérant que ces deux demandes remplissent parfaitement les conditions d'attribution et de subvention, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'attribuer une subvention aux propriétaires dans le cadre du fonds d'intervention pour l'habitat. Et cet article sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de la légalité. Pour rappel, la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. S'il n'y a pas de prise de parole, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec le fonds de modernisation des enseignes et façades commerciales. Donc, je vous ferai grâce du paragraphe. Là, le FMC, nous avons le 34 Place des Otages, donc avec un montant de subvention alloué de 27,45 € pour 109,80 € de travaux subventionnés. Juste pour donner un petit détail sur le chiffre, la subvention est faible, effectivement, puisque les travaux ont été faits directement par le propriétaire. Et sur le 20 rue du Mur, un montant de subvention alloué de 354,50 € pour 1418 € de travaux subventionnés. Considérant que ces demandes remplissent également les conditions d'attribution de contribution, donc, si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé d'attribuer une subvention au commerce dans le cadre du fonds de modernisation des enseignes et façades commerciales, comme indiqué au tableau joint. Et également, il sera transmis au préfet du Finistère au titre du contrôle de la légalité. Il peut faire l'objet d'un recours d'un délai de 2 mois auprès du tribunal administratif de Rennes ou sur le site télérecours. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, a également un avis favorable à l'unanimité. S'il n'y a pas de... Hop, Jérôme, si tu peux éteindre. Pardon. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue avec l'acquisition d'une emprise de voirie et de stationnement chemin de l'Hospice. Le centre hospitalier des Pays de Morlaix, le CHPM, a vendu à des particuliers 3 anciens logements de fonction situés près de l'Institut de formation des soins infirmiers, dans le prolongement du chemin de l'Hospice. La voie de desserte des 2 de ses propriétés privées et de l'Institut de formation appartient aujourd'hui au CHPM. À noter que dans cette voie, il y a également l'association de lutte contre le La Ligue contre le cancer, qui occupe l'une de ces 2 propriétés. Le CHPM propose à la ville de céder cette emprise de voirie de stationnement d'une contenance de 928 m² à l'euro symbolique. Donc, considérant la proposition du centre hospitalier des Pays de Morlaix par courrier en date du 28 avril 2021, faisant suite à la rencontre du 5 février 2021, de cession de cette emprise de voirie et de stationnement, considérant la présence dans le sol de réseau, centrale incendie, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, eau potable, gaz ERDF, fibre optique, voilà la suite, une servitude de passage devrait être créée dans l'attente du classement du bien dans le domaine public. Considérant que les frais de notariés sont à la charge du centre hospitalier de Morlaix, si les termes de cette délibération vous leur agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de donner leur accord sur l'acquisition de l'emprise susvisée aux conditions ci-dessus énoncées et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le compromis et l'acte de vente, ainsi que tous les documents qui s'y rapportent. Article 3, il sera transmis au préfet du Finistère. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, avait émis également un avis favorable à l'unanimité. Merci. Je profite de l'occasion pour passer un message de remerciement auquel je joins l'ensemble des membres du Conseil aux bénévoles de la Ligue contre le cancer qui occupe un de ces locaux, puisque la crise sanitaire, elle a aussi eu des effets induits en termes de retard de traitement. Et là, les bénévoles sont tous mobilisés pour accompagner les malades du cancer. Une pensée particulière aussi à leur ancien président, décédé, Axel Kahn, qui à plusieurs reprises était venu ici, et notamment dans le cadre des conférences de l'espace des sciences, animer des conférences sur la génétique.
Donc une immense pensée aux bénévoles de la Ligue contre le cancer et une à titre posthume à leur ancien président Axel Kahn. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On continue sur des acquisitions de terrain. Jérôme. La ville de Morlaix a pour projet de réaliser un aménagement paysager du parking de la rampe Saint-Nicolas, qui relie actuellement le plateau d'habitation nord-est au centre-ville par un cheminement doux, tel une coulée verte traversant la vallée de Tidour et la rampe Saint-Nicolas. Pour mener à bien ce projet, la ville de Morlaix a sollicité les copropriétaires de la résidence Beau Soleil, rue Maurice Leluc, afin de leur présenter le projet d'aménagement et de leur proposer l'acquisition d'une partie de terrain de la copropriété, la partie sud. Les copropriétaires se sont prononcés en faveur d'une cession de cette emprise à titre gracieux à la ville de Morlaix, assortie de conditions: interdiction de construire un bâtiment ou d'installer une aire de jeu, réalisation de quelques travaux et prise en charge par la ville de l'ensemble des frais inhérents à l'opération. Considérant la proposition d'acquisition par la ville d'une partie du terrain de la copropriété résidence Beau Soleil, rue Maurice Leluc, et cadastrée section AR numéro 275 lors de la réunion de présentation du projet d'aménagement copropriétaire le 26 juin 2019. Considérant la proposition en date du 19 février 2020 des copropriétaires de la résidence Beau Soleil, la reconnaissance d'une servitude de passage au bénéfice des copropriétaires afin d'accéder à la copropriété par l'escalier longeant la parcelle cadastrée, la réfection de l'escalier précité et la pose d'un portillon. Également la création d'une clôture en dur le long du parking, l'interdiction de construire tout bâtiment sur le terrain cédé, l'interdiction d'installer une aire de jeu et également la réfection de l'enrobé du parking de la copropriété aux frais de l'acquéreur. Considérant que les frais de géomètre et les frais notariés, compromis et actes de vente modificatifs du règlement de copropriété sont à la charge de la ville de Morlaix. Si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé de délibérer sur article 1, donner l'accord sur l'acquisition de l'emprise susvisée aux conditions ci-dessus énoncées. Article 2, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les compromis et l'acte de vente. Article 3, autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager les travaux susvisés et à signer tous les documents qui s'y rapportent. Article 4, cet article sera transmis au préfet du Finistère. À noter également que la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, des abstentions, des oppositions? On continue avec une dénomination de la voie d'accès au lotissement de Rocheglase et de la voie interne du lotissement. Alors, la ville de Morlaix a vendu à la société AFM Bretagne, en date du 23 juillet 2021, 3 terrains situés sur le secteur de Rocheglase, d'une contenance globale de 20 255 mètres carrés, en vue de la réalisation d'un lotissement privé de 31 lots à bâtir. Les espaces communs du lotissement, que représentent la voirie et les cheminements doux, seront rétrocédés à titre gratuit après l'achèvement des travaux à la collectivité. Aussi, la voie interne du lotissement de Rocheglase sera à terme intégrée dans le domaine public communal. Afin de faciliter la localisation GPS, le travail des préposés des services publics et commerciaux, il convient de dénommer la voie d'accès au lotissement et également de dénommer la voie interne du lotissement, identifier clairement les adresses des lots et procéder à leur numérotation. Proposition. Il nous est proposé de retenir une dénomination pour chacune des 2 voies et de retenir les thématiques, les musiciens, la poésie ou la résistance. Et je vais pouvoir annoncer les résultats de la consultation qui a été émise par tous ceux qui nous ont répondu. Je cherchais la feuille, la voilà. Alors c'est la thématique de la résistance qui a gagné avec 19 votes au total. Je rappelle les noms de rues, donc il s'agira de Jeanne Boeck. Alors Jeanne Boeck, je crois qu'Ismaël pourra nous en dire 2 mots. Elle était surnommée la plastiqueuse, la plastiqueuse à bicyclette, mais également une figure que nous avons déjà soulignée au sein du conseil municipal, qui a permis le financement d'une partie des travaux de la virgule, c'est Angèle Mariage. Une nouvelle fois, et ce travail nous a donné l'occasion de découvrir une nouvelle facette de cette dactylographe de profession qui exerçait à la CCI de Morlaix entre les années 1937 et 1950. Elle fut impliquée dans la résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Sa famille accueilla, cacha 2 jeunes femmes juives dans leur ferme de Kergolot, et Angèle les conduira elle-même jusqu'à Paris, d'où elles pourront échapper aux Allemands. Elle fut aussi une participante active aux actes de résistance, puisqu'elle imprima clandestinement à la CCI, utilisant les outils de la CCI, un certain nombre de propagandes de la résistance, et en 1947, son activité de résistante fut reconnue, car elle fut décorée d'un diplôme décerné par le Comité militaire national des francs-tireurs et partisans français pour son aide et assistance au FTPF pendant la guerre de libération nationale, au péril de sa vie et de ses biens. Je crois que le choix de cette dénomination de rue nous permet une nouvelle fois d'honorer Angèle Mariage pour son legs à la ville, mais aussi pour son activité de résistante qui sera désormais reconnue par la dénomination d'une voie. Et je laisse Ismaël nous dire quelques mots de la plastiqueuse à bicyclette. Oui, il y a tout lieu de se réjouir de donner 2 noms de femmes éminentes de la région morlaisienne à ces nouveaux noms de rues, sachant que la presse s'était fait écho il y a quelques mois aussi du faible nombre de noms de rues féminins sur Morlaix, comme d'ailleurs dans la plupart des villes. Ici même dans ce conseil, nous en étions fait l'écho. Tout à fait. Donc pour ce qui est de Jeanne Boeck, elle a écrit elle-même un livre de mémoire qui s'appelle La plastiqueuse à bicyclette. Donc sa mère est originaire de la région de Namur, elle-même est née à Plestin-les-Grèves. Elle s'est embarquée clandestinement pour l'Angleterre en 1940, donc toute jeune, avec un choix résolu de la résistance. Là-bas, elle a été formée par les services de renseignement anglais et elle s'est engagée dans les forces françaises libres. Et ensuite, elle a été parachutée en février 1944 pour retrouver la Bretagne, où elle a sillonné la Bretagne effectivement avec son vélo, avec son plastique. On les appelait les terroristes à l'époque. Mais elle a eu également un rôle en lien avec la filière d'évasion qui était basée à Saint-Jean-du-Doigt, Plougasnou, et qui servait l'évasion des pilotes anglais et des résistants français qui devaient regagner l'Angleterre. Son livre a été préfacé par Jacques Chaban-Delmas et elle est décédée donc en 2010. Donc c'est une grande résistante française qui vient de la région élargie de Morlaix, du Trégor en tout cas. Il faut savoir qu'il y a une place Jeanne Boeck à Paris, dans le 18e arrondissement, et une rue Jeanne Boeck à Quimper. Et désormais, il y aura une rue à Morlaix également. Y a-t-il des interventions sur cette proposition? Oui, Patricia. Pour vous donner tous les résultats, le thème de la poésie avait recueilli 6 votes et le thème des musiciennes 8 votes. Donc effectivement, les résistances, mais je crois que la figure particulière d'Angèle Mariage, qui est bien connue, a, je crois, emporté beaucoup des suffrages. Nous nous en félicitons. Choisir, c'est créer des déceptions, mais retenons la satisfaction et l'histoire de ces 2 femmes résistantes honorées prochainement dans les rues de Morlaix. Si nous votons cette délibération, évidemment, y a-t-il des interventions sur le sujet? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci, et nous pourrons ainsi honorer la mémoire de ces 2 éminentes femmes. Nous continuons, Jérôme, avec un immeuble que l'on connaît bien, le 5 place du Docène. Effectivement, après avoir constaté l'état d'abandon manifeste de l'immeuble situé 5 place du Docène, un procès-verbal provisoire d'abandon manifeste ainsi qu'un procès-verbal définitif ont été établis.
respectivement le 25 juin 2019 et le 27 janvier 2020. Le présent bien a également fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité, une procédure d'urgence en date du 14 avril 2021. Le conseil municipal est donc amené à se prononcer sur la poursuite de l'expropriation de l'immeuble au profit de la commune en vue d'y réaliser, après déconstruction, un équipement associatif dans le cadre de la restructuration de l'îlot du Dossen. Considérant qu'il résulte de ces procès-verbaux que l'immeuble susvisé se trouve actuellement en état d'abandon manifeste, considérant que les propriétaires de l'immeuble susvisé n'ont exécuté aucun travaux prescrit dans l'arrêté de mise en sécurité, considérant que les propriétaires de l'immeuble susvisé n'ont pas donné suite à la proposition de la ville de Morlaix d'acquérir à l'amiable leurs biens à l'euro symbolique et de prendre en charge les travaux de démolition, considérant également que la valeur vénale de l'immeuble situé 5 places du Dossen est de 17 000 € déterminée par le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Finistère, considérant également que l'espace occupé par cet immeuble abandonné, lequel présente en outre un danger grave et imminent, permettrait la construction d'un équipement associatif dans le cadre de la déconstruction et après déconstruction, un aménagement d'intérêt général. Si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé, article 1, de déclarer l'immeuble susvisé en état d'abandon manifeste, article 2, d'autoriser Monsieur le maire à poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble susvisé, article 3, cet acte sera transmis au préfet du Finistère. À rappeler que la commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Quelques mots du contexte, effectivement, de cette procédure d'expropriation. Nous sommes sur l'îlot du Dossen, et j'en remercie M. Goraguer ici présent, et je lui demande d'en remercier ses services, arrivé dans la phase de sélection qu'on attend sous quelques semaines de l'opérateur Brest Cité, société d'économie mixte régionale, avec laquelle nous avons échangé, nous avons construit un projet de réaménagement de cet îlot, et qui devra être présenté au comité de sélection de la Société d'économie mixte Brest Cité, donc l'actionnaire principal et le conseil régional, pour avoir une action de fond sur cet îlot, notamment sur les parcelles cadastrées du bâtiment central de la parcelle 206, propriété de la ville, 205, propriété de la ville, avec un immeuble qui s'écroule, je l'espère prochainement de la 216, et avoir une action effectivement en termes de projets de lieux à vocation associative, évidemment dans ce quartier en lien avec la MJC, mais nous en avons déjà parlé dans nos précédents conseils, et élargi dans tout ce travail également une reconfiguration de la place du Dossen à terme. Les effets ne seront pas visibles dans les mois qui viennent, il faut le dire. La restructuration d'un tel îlot, ce sera des années de travail. Mais en tout cas, c'est en cœur de ville une action résolue que l'on pourra, je l'espère, bientôt concrétiser dans le cadre d'une concession d'aménagement, puisque c'est à l'heure actuelle l'hypothèse retenue par Brest Cité, l'opérateur d'économie mixte régionale. Voilà pour quelques précisions sur le contexte de cette procédure d'expropriation qui revêt bien une notion d'intérêt général pour l'aménagement de la ville et les futurs services à y développer. Y a-t-il des questions sur cette procédure ? C'est un immeuble bien connu, on a déjà quelques fois délibéré au cours des années précédentes sur cet immeuble. Je regarde mes collègues des précédents mandats, c'est pas la première fois qu'on intervient sur le sujet. L'action publique se doit quelquefois d'être résolue. Y a-t-il des interventions ? S'il n'y en a pas, y a-t-il des oppositions ? Ah, pardon, excuse-moi, oh, désolé. Et pour la petite histoire, c'était l'ancien local de la rédaction du Télégramme après-guerre. Pour la petite histoire. Merci pour ce côté historique. On verra ce bâtiment d'un autre œil. Heureusement qu'à l'heure actuelle, il ne protège plus les activités du Télégramme. Donc y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Il n'y en a pas.
S'ouvre, Monsieur Plouzen, le débat sur l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, RLPI. Alors, vous avez eu, avec le dossier du conseil municipal, un document joint qui vous reprenait les grandes lignes hein, du RLPI avec force d'image. Donc, Morlaix Communauté a engagé une procédure d'élaboration d'un RLPI, un règlement local de la publicité intercommunale, par une délibération en conseil de communauté le 10 février dernier. Le RLPI est donc un document réglementaire permettant d'adapter la réglementation nationale en matière de publicité aux égards des caractéristiques du territoire. Il s'agit notamment d'apporter une ou des réponses adaptées à la préservation du patrimoine architectural et paysager en encadrant la mise en œuvre des publicités, des préenseignes et des enseignes. Dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du conseil municipal, au plus tard 2 mois avant l'examen du projet en PLU. Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L581-14-1 du Code de l'environnement et L153-12 du Code de l'urbanisme, il a été décidé d'organiser un débat sur les orientations générales du règlement local de la publicité intercommunale. Ces orientations sont les suivantes. Orientation numéro 1, tendre vers une harmonisation des dimensions des publicités et des préenseignes sur le territoire. Orientation numéro 2, renforcer les règles d'implantation et de densité des publicités et préenseignes. Orientation numéro 3, déroger aux interdictions relatives de publicité dans les zones d'interdiction relative. Petit exemple sur la ville de Morlaix. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre centre-ville, nous avons un secteur sauvegardé. Le règlement national de publicité, lui, prévoit aucune publicité dans un secteur sauvegardé. Le RLPI peut nous prévoir de déroger à ce règlement. Orientation numéro 4, réduire l'impact des dispositifs publicitaires et enseignes lumineux, y compris les dispositifs numériques, afin de réaliser des économies d'énergie et diminuer la pollution nocturne. Ça, c'est ce qui va vers le développement durable. Hein. Orientation numéro 5, harmoniser le format des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol. Orientation numéro 6, assurer une bonne intégration paysagère des enseignes sur façade. Orientation numéro 7, encadrer les enseignes sur clôture. Orientation numéro 8, restreindre les enseignes sur toiture dont l'impact paysager est important. Orientation numéro 9, renforcer la réglementation applicable aux enseignes temporaires. Donc, vu les objectifs et les orientations générales du RLPI présentés aux élus, il nous faut considérer que pour une parfaite information, une synthèse présentant ce qu'est un RLPI, la procédure et les orientations générales ont été transmis en amont du conseil municipal. Donc c'est le document que vous avez normalement toutes et tous eu. Considérant que le transfert à Morlaix Communauté de la compétence en matière de documents d'urbanisme a emporté de plein droit celui-ci en matière de réglementation de la publicité, dès lors la communauté d'agglomération est compétente pour élaborer un règlement local de publicité intercommunale RLPI sur son territoire. Considérant la réglementation de la publicité relève du Code de l'environnement, est-ce qu'à ce titre, elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine et du cadre de vie. Elle offre également aux collectivités la faculté d'adapter les dispositions nationales, comme je vous l'ai dit, aux caractéristiques du territoire. Considérant que le RLPI vise essentiellement à restreindre les possibilités d'affichage, la réintroduction de la publicité dans certains secteurs agglomérés où la loi l'interdit, mais également doit couvrir l'ensemble du territoire de l'EPCI. Considérant également que le dossier constitué d'un rapport de présentation comprenant un diagnostic territorial, d'un règlement écrit, d'un zonage et d'annexes, considérant que le RLPI ne comporte pas de projet d'aménagement et de développement durable, mais qui s'appuie sur un diagnostic défini des orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique le choix retenu au regard de ces orientations et objectifs. Considérant également que dans le cadre de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être soumises au conseil au débat
du conseil municipal, au plus tard 2 mois avant l'examen du projet du PLU. Donc, par analogie, en application des dispositions combinées des articles L581-14-1 du Code de l'environnement et L153-12 du Code de l'urbanisme, il a été décidé d'organiser un débat sur les orientations générales du RLPI. Considérant que Morlaix Communauté a défini les objectifs suivants: s'approprier les objectifs de la réglementation nationale, rechercher une harmonisation des règles sur le territoire, préserver le paysage et les espaces sensibles, éviter la multiplication des dispositifs, limiter la publicité dans les quartiers résidentiels, permettre la réintroduction de certaines formes de publicité dans des secteurs où la réglementation nationale l'interdit, initier une réflexion relative au signalement des activités économiques, prendre en compte les nouveaux types de dispositifs publicitaires tels que les bâches et les micros-affichages, prendre en compte l'impact des dispositifs numériques et ou énergivores pour lutter contre la pollution lumineuse et le dérèglement climatique, et également limiter le nombre et la taille des enseignes et les soumettre à des règles qualitatives afin de favoriser leur intégration à l'environnement et la typologie des immeubles. Considérant qu'afin de répondre à ces objectifs, Morlaix Communauté s'est fixé les orientations suivantes. Donc, c'est les mêmes orientations du début, je ne vais pas vous les répéter. Donc, il est proposé au conseil municipal de débattre des orientations générales du règlement local de publicité intercommunale de Morlaix Communauté. La tenue du débat sur les orientations générales du RLPI sera formalisée par la présente délibération et cet acte sera transmis au préfet du Finistère. À noter également que la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 14 septembre 2021, avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci, Monsieur Plouzen. Quelques chiffres qui sont inclus dans le diagnostic des publicités et préenseignes, page 12 de l'annexe qui vous avait été transmise. Sur les dispositifs scellés au sol, c'est là qu'on a la plus grosse proportion de difficultés. 417 dispositifs recensés, dont 360 non conformes. On a un petit sujet, et notamment sur les entrées de ville de Morlaix, puisque dans les photographies qui étaient sur ce document, on avait pour exemple certains des dispositifs installés sur la commune qui n'étaient pas conformes. Sur les dispositifs de publicité et de préenseigne sur murs et clôtures, 90 dispositifs recensés, dont 49 non conformes. Et 28 situés en abord de monuments historiques. Là aussi, une fois le RLPI adopté, il faudra que l'on soit vigilant. Mais avant d'être vigilant, il nous faudra aussi également être pédagogue pour l'application des futures nouvelles règles. Et sur le mobilier urbain, 132 dispositifs recensés, dont beaucoup en zone agglomérée et sur notre ville, dont 11 non conformes. Sur ce chiffre-là, donc on aura aussi quelques adaptations à mettre en œuvre, mais c'est un élément qu'il nous fallait connaître, ce diagnostic, pour voir quelle était l'ampleur de la tâche déjà en termes de retour à la conformité. Le RLPI nous sera également nécessaire pour renouveler notre dispositif d'affichage public, puisque nous sommes depuis de nombreuses années dans une situation, si ce n'est délicate, en tout cas une situation d'attente pour renouveler le marché, qui n'existe plus d'ailleurs, mais également le mobilier urbain Deco, qui supporte un certain nombre de publicités et qui, on l'a vu avec l'extinction de notre enseigne lumineuse, Place Souvestre, n'est plus réparée. Il est temps pour nous, après l'adoption de ce RLPI, de pouvoir chercher et travailler avec un nouveau prestataire. Et puis, il nous faudra convaincre, accompagner et sévir si nécessaire, puisque nous agissons là dans le cadre de la police du maire, pour avoir les publicités suffisantes, mais adaptées à la préservation de l'environnement. Il y a par exemple dans le document des préconisations sur l'affichage lumineux et des extensions de l'extinction des enseignes lumineuses pour protéger au mieux l'environnement et œuvrer
aux économies d'énergie. Donc voilà un débat nécessaire, hein, puisque s'il y a des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, même si nous n'avons pas immédiatement la réponse, puisqu'elles seront compilées dans la suite du travail au sein de Morlaix Communauté pour aboutir à une adoption du RLPI d'ici la fin de l'année pour qu'il puisse être officiellement mis en œuvre au 1er janvier. Hein, le délai à cause de la crise Covid c'est un peu raccourci sur cette question, mais nous tomberions, si nous n'avions pas de RLPI dans la réglementation nationale au 1er janvier, et pour le coup, notamment sur les entrées de ville, elle est plus permissive que les orientations envisagées dans le RLPI de Morlaix Communauté. Il ne faudrait pas laisser la possibilité d'installer des dispositifs qui, au moment de leur installation, pourraient correspondre au règlement national de la publicité, mais pas à notre volonté d'avoir une action résolue sur la qualité, et sur le volume, sur la consommation énergétique des différents dispositifs de publicité. On a vu dans certains conseils municipaux plus ruraux, par contre, des inquiétudes, hein, notamment sur les préenseignes et le fléchage. Hein, on a quelquefois, pour arriver à une boulangerie, et ça existe dans certains de nos quartiers, besoin d'un minimum d'informations pour trouver le commerce et puis pour pouvoir y faire ses courses. Il faudra effectivement juger du bon équilibre permanent entre information, publicité, respect de la qualité de notre environnement sous tous ces aspects urbanistiques, visuels et, je le répète, environnementaux également au premier chef. Voilà pour mon intervention. Y a-t-il des prises de parole sur le sujet ? Jérôme ? Oui, pour aller dans votre sens et souligner vos mots, Monsieur le maire, le fait est de ne plus avoir de RLPI, donc de règlement local, et de passer sur un règlement national. Effectivement, il est beaucoup plus intransigeant, et on perdrait non seulement sur les entrées de ville, mais on perdrait également sur le secteur sauvegardé, sur toute la zone AVAP en fait de la ville, ou même au niveau de nos publicités sur les sucettes, donc moitié annonceur, moitié ville, le nombre serait diminué d'autant. Également, ce qu'il faut penser, c'est que le règlement local de publicité intercommunal nous permet, en plus du règlement de la signalétique locale, de pouvoir organiser véritablement un schéma qui va permettre aux commerçants, mais également aux associations de s'y retrouver, puisque la signalétique d'intérêt local, la SIL, va être refondue également, et je pense que c'est les deux qu'il faut jouer ensemble pour ne rien perdre. Voilà, merci. Alors, pour information, ce qu'on a regardé plus précisément à l'échelle de la ville, hein, il y a à l'heure actuelle 627 dispositifs taxables, hein, sur une surface de 2999. Il nous manque le mètre carré pour faire 3000, mais 2999 mètres carrés de surface de dispositifs de publicité. Et pour la parfaite information du Conseil, pour une TLPE, donc taxe locale sur la publicité et enseigne, de 78 677 €. On a regardé aussi, pour la parfaite information du conseil municipal, quel pourrait être l'impact notamment financier du RLPI tel qu'il pourrait être adapté. Hein, il nous faudrait agir sur 64 dispositifs recensés comme non conformes pour une surface de 253 mètres carrés. Hein, et dès lors un impact de 5 982 euros sur la surface taxable. Hein, donc moins de 10% de tête, comme ça, à peu près 7% de la surface taxable en termes de perception de la taxe non conforme. Hein, pour certains installés depuis très longtemps. Hein, et il nous faudra avoir, avec les services de l'urbanisme, une première étape de pédagogie, hein, pour expliquer qu'il en va de la qualité de notre environnement commun,
au sein de notre ville, mais plus globalement au sein de la communauté. Eh bien, nous allons prendre acte que le débat a eu lieu et que les différentes interventions soient transmises rapidement à Morlaix Communauté. Nous sommes arrivés au terme des délibérations. Il nous est parvenu 2 questions orales. Le rapporteur de ces 2 questions est Jean-Charles Pouliquin. Je vous cède la parole, Jean-Charles, pour la première question. Merci, monsieur le maire. Donc, première question orale, on a perdu la démocratie participative. L'avez-vous vu passer ? Depuis 1 an, vous avez eu largement le temps de prendre vos marques, d'apprendre un minimum le fonctionnement de la collectivité, mais surtout, au moins en théorie, de traduire en actes vos promesses électorales. Il y en avait une en particulier qui revendiquait que la démocratie participative serait votre moteur. Moteur bien poussif en réalité. Des réunions de quartier annoncées bruyamment, dont on ignore combien y participent, ce qui s'y dit, les décisions qui en découlent. Il existe pourtant des outils de communication plus traditionnels, certes, mais qui ont montré leur efficacité. La captation vidéo des conseils municipaux que nous avions instauré, le magazine municipal, l'annonce d'événements par voie de presse, la concertation ou la mise en place de chantiers participatifs, comme par exemple le verger de Penland, dont au passage les arbres attendent toujours d'être taillés. Les moyens classiques ou innovants ne manquent pas. Hélas, le dernier conseil municipal n'a même pas été enregistré, sans qu'aucune explication ne soit donnée, privant les Morlaisiens des débats. Pire, la retranscription des débats n'est pas complète en raison de ruptures audio, elles aussi restées sans explication. Quant au magazine municipal, après une très longue période sans parution, plusieurs numéros ont été supprimés sans raison, les Morlaisiens, pour ceux du moins qui l'ont reçu, ont pu consulter un exemplaire où les fautes le disputent aux coquilles, sans un mot sur la crise qui est toujours là, avec un espace pour l'opposition rendu quasi illisible par la taille des caractères. Bref, un magazine qui ne remplit pas son rôle informatif. Alors, monsieur le maire, ma question est simple. Quand, comment et selon quelles modalités et avec quels effets escomptés pensez-vous ouvrir les portes de la démocratie participative, bien oubliée pendant cette année écoulée ? Madame Tosser vous répond, Laetitia Tosser. Monsieur le conseiller municipal, vous avez été invité, comme tous les Morlaisiens, à participer aux différentes rencontres que nous avons organisées dans les quartiers tout au long du mois de septembre. Ce sont des moments extrêmement forts de contact et d'échange avec les Morlaisiens. Fidèles à nos engagements de campagne, nous avons voté dans ce Conseil la création de commissions extramunicipales, le droit à l'initiative citoyenne, l'embauche d'une chargée de mission à la démocratie participative, en plus de la mise en place des permanences des adjoints ou d'une instance participative pour co-construire la virgule verte, à laquelle, là encore, vous, comme toutes les Morlaisiennes et tous les Morlaisiens, êtes invités. Alors, si vous avez encore des doutes sur la mise en place dans la durée d'une véritable politique de démocratie participative, n'hésitez pas, elle s'offre à vous. Il vous suffit de pousser les portes de tous ces endroits où elle vit déjà. Venez participer à la vie démocratique morlaisienne, venez rejoindre ces nombreuses Morlaisiennes et ces nombreux Morlaisiens. Les prochaines rencontres de quartier auront lieu les 27, 28 et 29 septembre à Penland, Kérosard et Bakounine. Nous serons enchantés de vous y accueillir. La démocratie, et vous l'en aviez souvent souligné lors du mandat précédent, elle est aussi représentative. Et nous, élus, en sommes comptables devant nos électeurs. Comment, dès lors, expliquer que votre chef de file ne soit pas présenté une seule fois à la seule commission à laquelle elle doit siéger ? La commission des affaires générales et financières s'est réunie 9 fois depuis le début du mandat. Elle ne s'y est pas présentée une seule fois. Tous ces moments de démocratie participative nous servent à écouter nos concitoyennes et nos concitoyens, à répondre à leurs préoccupations, à penser et à construire l'avenir de notre ville. C'est là l'essence de notre action et nous poursuivrons ainsi. Merci Madame Tosser. Une deuxième question, toujours présentée par Jean-Charles. Jean-Charles, vous avez la parole. Transition écologique au greenwashing. Dans le cadre de vos promesses électorales, vous n'avez eu de cesse de mettre en avant votre volonté d'inscrire l'ensemble de votre mandat sous le signe du développement durable et de la transition écologique. Aujourd'hui, 1 an après votre arrivée, où en êtes-vous dans vos décisions, dans vos projets, dans vos réalisations ?
Première observation, de nombreuses pistes cyclables ont fleuri de façon désordonnée. Faut-il préciser que nous étions nous-mêmes engagés dans l'idée de faciliter la circulation des deux roues et une cohabitation apaisée entre les différents modes de locomotion. Mais les décisions prises dans un claquement de doigts ne peuvent pas être positives. En l'occurrence, le plan de circulation est dorénavant pénalisant pour tous les modes de locomotion et le rétrécissement des voies entraîne ralentissement et pollution supplémentaire. On est loin de la réalisation de la rue de Brest. Deuxième observation, vous indiquez prévoir une régie de maraîchage bio. Or, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors d'un précédent conseil, il faudrait pouvoir mobiliser une quinzaine d'hectares de terres agricoles et expliquer aux producteurs locaux qu'on se sent capable de faire mieux qu'eux. Faut-il rappeler que les 3500 repas produits par la cuisine centrale quotidiennement comportent 80% de produits issus de l'approvisionnement local ? Oubliant les trois piliers du développement durable, environnemental, mais aussi économique et social, quelle réponse allez-vous apporter aux producteurs locaux que vous allez priver d'une ressource économique importante? Troisième observation, les transports. Vous faites de la publicité à grands cris de la navette électrique, dont il apparaît qu'elle ne peut pas prendre la rue Gambetta. Chacun appréciera. Quel est le bilan de cette affaire? Fréquentation, coût du matériel, coût salarial. Nous souhaitons la transparence sur ce point. Quatrième observation, nous savons tous que la ville de Morlaix est minérale par nature et qu'il importe de mettre du vert dès qu'on le peut. C'est ainsi que la place Émile Souvestre a été refaite et que, par exemple, le bas de la rue Villeneuve a été refait en faisant le choix d'enrobés non imperméabilisants. Et que va-t-on arriver un beau matin? L'artificialisation volontaire et visiblement assumée d'une large bande herbeuse entre le rond-point du commissariat et la place Charles de Gaulle, au motif que 2 semaines par an, cet endroit deviendrait boueux du fait des passages lors de la foire haute. Les bras nous en sont tombés, ainsi qu'un nombre de Morlaisiens, apparemment, à en juger par les multiples réactions. Alors ma question est simple, mesdames et messieurs les élus. Au-delà des décisions brouillonnes et confuses, quel est votre plan d'approche? Quelles actions, quel calendrier en matière de transition écologique? Merci Jean-Charles. La réponse vous est apportée par Nathalie Barnet. Monsieur le conseiller municipal, vous nous interpellez sur la transition écologique et semblez supposer mieux que nous de quoi il s'agit. Quand nous sommes arrivés à la mairie, nous avons découvert avec stupeur que le minimum n'avait pas été entrepris en termes de développement durable. Par exemple, le tri des déchets dans les services, une mesure pourtant simple et peu coûteuse, n'y avait pas été mis en place. L'un des piliers du développement durable, c'est la concertation. Les bandes cyclables mises en œuvre pour accompagner l'usage de plus en plus fort du vélo ont été définies dans le respect de la réglementation. J'en remercie les services de la ville. Elles ont été faites également en concertation avec les associations d'usagers, dont l'une, je vous le rappelle, vous a décerné en 2019 le Grand Prix du Clou rouillé pour les aménagements de la rue de Brest, que pourtant vous citez en exemple. Il y a ceux qui, comme nous, promeuvent l'usage du vélo et construisent les aménagements qui permettent son développement. Et il y a ceux qui commentent et qui font fleurir des papillons en plastique dans les arbres dont les bouts finissent dans la rivière. En ce qui concerne la navette électrique, permettez-moi de vous fournir des données très précises. Elle fonctionne. Les habitudes s'installent. Dès le mois de juillet, le délégataire Linéo-Team comptabilisait 75 voyages par jour en moyenne, 103 en août et déjà 123 en septembre. Une très bonne surprise pour le délégataire et pour nous-mêmes. Et je ne sais pas d'où vous vient l'idée saugrenue selon laquelle elle ne peut pas monter la rue Gambetta. Vous verrez bientôt qu'elle peut le faire. Et votre méconnaissance de son financement n'est malheureusement que le reflet de votre absence de la vie communautaire. La commission ressources, finances de Morlaix Communauté s'est réunie 6 fois depuis le début du mandat. Votre chef de file
ne s'y est présenté qu'une seule fois, le 1er décembre 2020, et son suppléant pas une seule fois. Vous interrogez les relations entre la ville et l'intercommunalité. Une nouvelle fois, la démonstration est faite que depuis le début du mandat, elles sont fructueuses, dans l'intérêt des Morlaisiennes et des Morlaisiens et de tous les habitants du territoire. Votre question me permet également de rassurer nos concitoyens et concitoyennes sur un point. Les espaces verts du rond-point Charles de Gaulle seront préservés. En ce qui concerne la part de produits locaux dans la restauration collective de la ville, il ne faut pas confondre fournisseurs et producteurs. Le chiffre de 80% que vous présentez inclut les fournisseurs internationaux qui ont une adresse dans le Grand Ouest. Drôle de définition du manger local. La réalité étant que seuls 10 à 20% des approvisionnements de la cuisine centrale proviennent de producteurs locaux. Pour agir, nos cantines sont inscrites dans le dispositif 29 cantines saines et durables dans le 29, et notre projet de maraîchage bio s'inscrit, comme à Vannes, dans cet objectif du manger sain et local, sans concurrence avec nos producteurs locaux. L'enjeu est essentiel, alors au-delà des critiques, répondons-y ensemble. Je vous remercie. Merci Madame Barnet, nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir.